Chers collègues, aujourd'hui je vous présente le cas d'une patiente arrivée à la 15e semaine de grossesse avec un diagnostic suspecté de gastroschisis. Vous pouvez, à partir de ces images en coupe sagittale, observer qu'il existe effectivement un défaut de la paroi abdominale qui concerne précisément l'anneau ombilical et qu'il y a donc une herniation des viscères abdominaux qui apparaissent cependant recouverts de péritoine et d'amnios. Par conséquent, le diagnostic d'omphalocèle a été posé, c'est-à-dire un défaut congénital de la paroi abdominale qui provoque l'herniation des viscères abdominaux à travers l'anneau ombilical, mais qui apparaissent ensuite recouverts d'un sac constitué de péritoine et d'amnios. Cela est dû à la non-réinsertion des anses intestinales au cours du développement embryonnaire, avec une incidence d'environ 1 cas sur 4 à 6 000 naissances vivantes. Le contenu de l'omphalocèle peut ensuite être constitué d'anses de l'intestin grêle comme dans ce cas précis, de côlon, de foie, surtout dans les formes les plus volumineuses et majeures, donc à pronostic plus défavorable, d'estomac et de rate, plus rarement. Le défaut a donc été étudié sous différents plans de coupe, également afin de déterminer précisément quel était le contenu de l'herniation, ce qui fait partie des principaux facteurs pronostiques essentiels à prendre en compte. Notez sur ces coupes sagittales que, à l'intérieur de l'omphalocèle, on observe la présence de quelques anses intestinales légèrement hyperéchogènes qui semblent correspondre exclusivement à l'intestin grêle, tandis que, sur les autres coupes sagittales que nous voyons maintenant, le reste des viscères abdominaux apparaît en place, en particulier le foie et l'estomac. On a ensuite cherché à déterminer quel était le diamètre maximal qui correspond à cette mesure d'environ 12 mm sur 10. Le pronostic de l'omphalocèle dépend donc principalement de l'association ou non avec des anomalies chromosomiques qui sont présentes dans cette condition dans 50 à 70% des cas. En ordre de fréquence, il s'agit des trisomies 13, 18 et 20 et 1, tandis que parmi les anomalies structurelles qui sont le plus souvent associées à cette condition, à ce défaut de la paroi, on retrouve des cardiopathies congénitales, des défauts du tube neural et des anomalies urogénitales. La condition syndromique la plus fréquemment associée à l'omphalocèle est le syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui présente cependant d'autres signes échographiques qui n'ont pas été retrouvés chez le fœtus examiné, tels que la macroglossie, la macrosomie et éventuellement des complications postnatales comme l'hypoglycémie. Une autre condition malformative avec laquelle il faut établir un diagnostic différentiel est la gastroschisis. Cependant, dans le cas de la gastroschisis, le défaut de la paroi se situe dans la région para-ombilicale et non dans le contexte de l'anneau ombilical, le plus souvent dans la région abdominale droite, et dans ce cas, les viscères herniés sont dépourvus de revêtement. Compte tenu de la forte association avec des conditions syndromiques génétiques, une étude approfondie de l'anatomie fœtale restante a été réalisée. Ici, on observe l'extrémité encéphalique qui s'est révélée normale et l'attention a également été portée sur la région orale du massif facial afin de pouvoir exclure également des conditions telles que la macroglossie. Dans cette situation, il est possible d'observer très distinctement la pointe du nez, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure ainsi que le menton. Nous constatons que la lèvre est bien fermée. Il n'y avait donc pas de macroglossie. De plus, en profitant de la position fœtale favorable et du faible panicule adipeux maternel, une étude détaillée a pu être réalisée à la fois en 2 dimensions et à l'aide du Doppler du cœur. Ici, vous avez observé la vue à 4 cavités avec la section gauche qui apparaissait régulière et, grâce à l'utilisation de la couleur, un remplissage ventriculaire régulier avec un croisement normal. Le nez est présent. Même sur cette coupe, on voit qu'il n'y a pas de protrusion de la langue, donc pas de macroglossie, et l'anatomie abdominale restante a également été examinée avec attention. Sur cette séquence d'imagerie, nous observons l'évaluation de la longueur longitudinale du foie hépatique, qui était tout à fait dans la norme. On distingue également un estomac correctement en place, et l'étude du canal veineux a également été réalisée, celui-ci étant bien présent. Les 2 reins étaient clairement en place. Observez ici le rein droit, puis ensuite celui de gauche. Le défaut de la paroi, l'omphalocèle, a été évalué à plusieurs reprises également en coupe transversale afin de confirmer la localisation anatomique ainsi que le contenu hernié, qui s'est avéré être constitué exclusivement du petit intestin. Comme vous pouvez le constater ici, vous le voyez bien également sur une coupe obtenue par voie transvaginale. Par conséquent, à la patiente, même si le pronostic était très optimiste, il a tout de même été conseillé de prendre rendez-vous pour consulter un généticien afin d'exclure toute association avec des conditions génétiques ou syndromiques, ainsi qu'un chirurgien pédiatrique pour pouvoir planifier et établir le suivi chirurgical postnatal de ce fœtus. Et je vous remercie de votre attention particulière.